Donc, bonjour à tous. Alors, du coup, merci d'être présent pour cette première formation à destination des maîtrises d'ouvrage privés et publics, soit directement, soit en accompagnement. Alors, ce premier webinaire, c'est sur vraiment une introduction, par où commencer dans le réemploi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement le projet renversé. Donc, c'est un projet européen transfrontalier qui fait suite au projet FAIR, qui était déjà sur la rénovation énergétique. Et là, renversé, donc c'est la rénovation efficiente qui inclut la circularité. L'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin sur la notion d'efficience, d'impact environnemental, d'essayer de le minimiser en incluant donc le réemploi dans la rénovation du bâtiment. Et pour ça, le projet est axé principalement sur des actions de formation sur le sujet de la rénovation et du réemploi. Et il encourage aussi les interconnexions, les échanges entre les différents acteurs dans ce domaine. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre des formations et actions qu'on peut mener, on cible différents acteurs donc avec plusieurs partenaires. Donc on est 9 partenaires opérateurs. On agit déjà au niveau des compétences, donc les organismes de formation comme le Forum, le Chenley et Réussir Ensemble. Donc là, on va toucher les apprentis, notamment les personnes en reconversion. Ensuite, il y a tout un panel de personnes, donc les professionnels qui sont déjà dans la rénovation et qu'on va venir monter en compétences par ce domaine off, notamment avec nos partenaires Cluster, Éco-Construction et Toerana Habitat. Et on fait aussi des actions envers les maîtres d'ouvrage qui peuvent être aussi bien publics que privés. Alors le particulier, c'est pas forcément évident de le toucher directement, mais on est beaucoup d'acteurs à amener du conseil auprès de ces particuliers, d'où ce webinaire aujourd'hui. Et sur ces deux missions, donc il y a Espace Environnement, nos chefs de file, et le Parc naturel régional de l'Avesnois, dont je fais partie, qui intervenant. Et sur ces différents publics, vous avez nos partenaires ressources et Retrieval qui vont vous faire la formation aujourd'hui, qui sont des acteurs clés dans le réemploi. Voilà un petit peu pour les points principaux. Alors concernant là le webinaire, donc ce premier cycle de formation vraiment pour entrer dans le sujet, une introduction au réemploi, se compose de 2 webinaires, donc aujourd'hui et dans 15 jours. Il y aura un deuxième cycle à destination de la commande publique, donc des maîtres d'ouvrage publics. Il commencera du coup dans un mois. Là, pour ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est au fur et à mesure d'écrire vos questions dans la conversation. On les reprendra en fin de présentation. Il y aura un petit temps d'échange avec nos présentateurs, donc Oliver et Eric. Voilà, j'ai fait, je pense, les points principaux. Je laisse la main à Oliver pour te présenter et présenter le programme d'aujourd'hui. Merci Marie-Alice. Donc, comme tu l'as dit, ça va être un module vraiment introductif sur le réemploi, un petit peu baliser qu'est-ce que c'est le réemploi et comment est-ce que vous, ça peut vous concerner. Aujourd'hui, on va un petit peu donc définir le réemploi. On va vous expliquer en quoi le réemploi, c'est une pratique qui a été oubliée plutôt que réellement une toute nouvelle pratique parce qu'on la place souvent comme innovante et tout ça, mais en fait, c'est une pratique assez ancienne. On va vous donner quelques bonnes raisons de faire du réemploi. Et ensuite, on vous donne les débuts d'outils vraiment concrets pour faire du réemploi. Donc, les sources d'informations,
les endroits où vous formez, où aller chercher pour vous fournir en matériaux de réemploi et pour mettre éventuellement des gisements auxquels vous auriez accès en filière de réemploi. Et on va vous présenter quelques cas concrets à différentes échelles. Après quoi, on fera une séance de questions-réponses. On ne devrait pas terminer beaucoup plus tard que midi quart. Donc voilà. Donc moi, je suis Oliver Van Edevel. Je suis manager économie circulaire chez Retrival. Retrival, qu'est-ce que c'est? C'est une société coopérative active depuis 1997 dans les services environnementaux. On a une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Ça veut dire qu'on collabore, concrètement, ça veut dire qu'on collabore beaucoup avec les centres d'action, les centres publics d'action sociale pour la réinsertion de travailleurs. Et les services qu'on donne sont généralement toujours à haute intensité de main-d'œuvre. Une activité pour laquelle on est assez actif dans le réemploi, c'est le curage avec la maximisation de réemploi. On peut parler de déconstruction sélective, même si chez Retrival, on n'aime pas trop le mot sélectif parce qu'on fait le nettoyage complet de bâtiments, recyclage et réemploi, et on essaie toujours de maximiser le réemploi. Et en quelque sorte, le Retrival, ce sont les pieds et les bras du Cornormat, qui est notre boutique de matériaux de réemploi, cornormat.be, qui est en ligne depuis 2021 et qui est basé à Charleroi. On a inauguré notre tout nouvel entrepôt d'ailleurs la semaine passée. On a récemment déménagé. Et voilà, donc pour Cornormat, c'est vraiment tout ce qui est fourniture de matériaux de réemploi. Et alors, il y a une troisième activité liée à Retrival, c'est Vetcobel, qui est le bureau d'études via lequel on fait les inventaires réemploi et pour lequel on peut aussi faire des accompagnements en économie circulaire. Voilà. Eric, je te donne la main. Merci Oliver. Voilà, donc bonjour à tous et toutes. Eric Chauder, je travaille à la Fédération Ressources. Fédération Ressources, donc une fédération d'entreprises d'économie sociale, active dans l'économie circulaire. Les entreprises membres chez nous donc sont actives sur plusieurs flux de déchets. Notamment les textiles, les objets du quotidien, les déchets d'équipements électriques, électroniques et les matériaux de construction. Et Retrival fait partie donc de la fédération également. Et donc moi, plus spécifiquement, je suis chargé de mission, donc en charge des filières matériaux de construction et filière vélo. Et donc et je suis détaché aussi pour cet Interreg renversé ici. Et donc maintenant, nous y allons. Donc, comme Oliver vous l'a présenté, on va faire une introduction au réemploi. Et donc, qu'est-ce que qu'est-ce que le réemploi et quelle est sa place finalement? Donc, si vous êtes ici, si vous assistez à ce webinaire, à ce cycle de webinaire, c'est que vous avez une affinité avec la construction durable. La construction durable, ce n'est certainement pas que le réemploi, c'est un ensemble de principes, dont ceux en fait qui sont présentés ici sur la slide que vous avez à l'écran. De manière générale, l'économie circulaire, donc c'est vraiment au sens large, hein, au sens très très large. On va parler d'efficacité énergétique, donc de performance énergétique. C'est la performance énergétique des bâtiments. C'est l'isolation des bâtiments, le choix de l'orientation, des baies, les arbres qu'on va planter sur le terrain, etc. Il y a le concept de slow heat qui est un petit peu moins connu, donc qui est plutôt le concept de on réchauffe plutôt les corps plutôt que les bâtiments pour essayer de gagner aussi en énergie. Il y a le principe de la low-tech, c'est utiliser des technologies qui sont peu gourmandes, moins de technologies, essayer de rester dans des choses raisonnables quand la technologie n'est pas indispensable. On essaye de s'en passer pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, qui sont liées à leur production. On va parler de résilience et d'adaptation des bâtiments.
Là, c'est vraiment construire des bâtiments qui anticipent les variations climatiques à venir, hein, donc les fortes chaleurs, les sécheresses, les fortes précipitations aussi, mais aussi avoir des bâtiments qui peuvent s'adapter à de nouvelles utilisations. Et alors aussi, on va parler des écomatériaux, donc bio et géosourcés, donc comme toute l'utilisation de laine de bois, de chanvre, de la terre crue ou autre pour introduire dans les constructions. Donc cet ensemble-là, on parle de construction durable. Le réemploi, ce n'est qu'une partie de ça. Ici, je vais vous proposer de visionner une courte vidéo qui a été réalisée dans un précédent projet européen Interreg, donc le projet FCRBE. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un gros projet qui a traité du réemploi. Et en fait, ça montre simplement quels sont les enjeux finalement du réemploi dans le secteur de la construction principalement. Donc, je lance la vidéo. Voici la Grande Pyramide de Gizeh, l'une des constructions les plus impressionnantes de l'histoire. Et voilà, c'est la quantité de matériaux de construction que la Belgique gaspille en un an. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France et l'Union européenne. C'est exact. Malgré des ambitions environnementales élevées et des technologies de recyclage de pointe, nous réduisons chaque année des pyramides entières de matériaux de construction en gravats et les quantités ne cessent d'augmenter. Pendant des millénaires, le matériau de construction principal était le bon sens. Chaque pierre, brique ou morceau de bois utilisable était précieux et utilisé et réutilisé aussi longtemps que possible. Dans les villes d'aujourd'hui, un bon emplacement a bien plus de valeur que le bâtiment qui s'y trouve. Lorsqu'un bâtiment ne correspond plus aux besoins, il est trop souvent démoli pour être construit à nouveau. En termes d'investissement, cela pourrait avoir du sens, mais l'impact collatéral est énorme. La plupart des matériaux de construction pèsent lourdement sur l'environnement. Des matières premières sont extraites, des écosystèmes touchés et des gaz à effet de serre émis pendant toute la production et toute la chaîne logistique. Le recyclage ne résout qu'une partie du problème. Il consomme également de l'énergie et la plupart des matériaux recyclés ont des utilisations limitées. Tous les types de déchets ne peuvent pas être recyclés. Une partie est incinérée, tandis qu'une autre fraction est encore mise en décharge. Et pourtant, on pourrait faire mieux. La préservation et l'amélioration des bâtiments existants est certainement la meilleure des solutions. Mais lorsque cela n'est pas possible, il existe une alternative à la démolition. Il s'agit du démantèlement sélectif des bâtiments qui ont vraiment besoin de disparaître. Les matériaux qui les composent peuvent alors être réutilisés et non pas recyclés. La liste des matériaux qui peuvent être entièrement démantelés et remis à neuf localement est presque infinie. Les briques, la pierre naturelle et le bois peuvent être récupérés dans les petits bâtiments résidentiels, tandis que les grands immeubles de bureaux permettent la récupération des portes, des cloisons en verre, de l'équipement sanitaire, des tuiles, des profilés métalliques, des matériaux d'isolation, des équipements techniques, etc. Un plus grand nombre de démantèlements signifie qu'un plus large éventail d'éléments de construction devient disponible. Et ces derniers peuvent être réintégrés dans de nouvelles constructions ou des rénovations. La consommation de matières premières et la production de déchets diminuent alors. De plus, le démantèlement ciblé soutient les activités économiques locales et contribue à préserver notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, seulement 1% de l'ensemble des matériaux de construction sont réutilisés. Un effort concerté sera nécessaire pour faire augmenter ce résultat. Chaque intervenant de l'industrie du bâtiment aura un rôle à jouer. Ériger des bâtiments qui contiennent le pourcentage le plus élevé possible d'éléments réutilisés relève du bon sens, et nos ancêtres l'ont déjà prouvé. C'est peut-être là le plus grand défi du secteur de la construction d'aujourd'hui. En tout cas, c'est la voie à suivre. Voici
voilà, oui, désolé, il y a eu un petit arrêt dans la vidéo. Cette vidéo introductive, elle balaye déjà bien en fait finalement les enjeux et vraiment l'importance de repenser le secteur de la construction qui est générateur donc d'énormément de déchets, hein. Ici, on a repris dans cette slide-ci quelques chiffres et quelques éléments importants. C'est que sur l'ensemble de l'Union européenne, on parle de plus de 385 millions de tonnes de déchets issus du secteur de la construction, et ça c'est par an. C'est quand même une sacrée quantité de déchets, et de cette quantité-là, actuellement, on en réemploie uniquement 1%. Et comme dit dans la vidéo, on recycle beaucoup, particulièrement en Belgique et en France, on recycle pas mal des matériaux de construction, notamment on fait pas mal de gravats, hein, pour faire des sous-couches routières ou autres, mais c'est du recyclage, donc ça veut dire qu'on ne peut plus réutiliser cette matière non plus dans de nouveaux bâtiments, ou en tout cas très peu. Et le recyclage est énergivore aussi, etc. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que le réemploi est probablement une solution à envisager très très fort pour l'avenir du bâtiment. Je vais essayer de vous donner quelques définitions, parce que on parle de réemploi, on parle de réutilisation, et en fait c'est assez important de comprendre ce que ces termes recouvrent. Il y a une directive cadre déchets de l'Union européenne qui donne les grandes lignes de la gestion des déchets, hein, les principes de base à respecter, et chaque État membre donc a transposé cette directive en loi nationale, différentes lois nationales, et donc il y a des différences qui peuvent apparaître d'un pays à l'autre. C'est le cas en fait pour les définitions liées au réemploi entre la Belgique et la France. Quand on parle de réemploi, c'est vraiment le statut, ça reste un produit. C'est toute opération par laquelle des produits ou des composants donc, qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc on prend une porte, on la démonte proprement, et on replace cette porte comme une porte. Et finalement, c'est simplement un produit qu'on prend, qu'on déplace un petit peu, et puis qu'on remet en œuvre par la suite. La préparation au réemploi ou la réutilisation, on va parler des réutilisations en France, ou préparation à la réutilisation, là on passe par un statut de déchet. Donc on démonte une porte, ça devient un déchet, et on en fait quelque chose par la suite. Mais donc c'est toute opération de contrôle, nettoyage de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être utilisés sans autre opération de pré-traitement. Et donc une porte passe par le statut de déchet, mais peut être mise en œuvre comme une porte, mais elle peut être aussi utilisée pour une autre application, et donc utiliser simplement le panneau de porte pour en faire par exemple une table ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est la préparation au réemploi ou la réutilisation. Et ensuite on a le recyclage, donc ça c'est commun, la définition est commune en Belgique et en France. Donc là c'est vraiment l'opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Et donc typiquement, si on reste sur l'exemple de la porte, on va broyer la porte, on va récupérer donc les déchets de bois pour en faire des panneaux agglomérés. Donc voilà pour les définitions. Ensuite, on a d'autres définitions, je ne les ai pas mises sur la slide, mais déconstruction, Oliver en a déjà parlé en introduction, hein, c'est déconstruction sélective, on essaye de déconstruire plutôt que de démolir, donc on est en opposition à la démolition. Donc c'est vraiment l'idée de la déconstruction, c'est on récupère les éléments un à un en vue de pouvoir les utiliser à nouveau. Donc alors que la démolition, on détruit, on supprime, et après on traite éventuellement en recyclage, ou alors on incinère, ou on enfouit en centre d'enfouissement technique. Et donc juste pour la différence aussi, le statut de déchet, en fait, un déchet, c'est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Et donc là, on comprend bien avec cette définition que le statut de réemploi, c'est vraiment un statut particulier qui a été décidé, en fait, pour simplifier quelque part la possibilité de remettre en œuvre des produits issus d'une déconstruction.
Le réemploi, en fait, ce n'est, on l'a dit aussi, donc au départ, ce n'est qu'un chaînon en fait de l'économie circulaire au sein du bâtiment. Donc ici, on est au secteur du bâtiment, et on voit donc dans ce schéma de gauche, donc le schéma de l'économie circulaire, donc ici donc pour le secteur du bâtiment, et donc on voit les différentes boucles, et plus la boucle est proche, plus la façon de faire est vertueuse. Donc la première boucle, ben, c'est l'entretien, la réparation. La seconde boucle, c'est la rénovation. On ne remplace que ce qui doit être, ce qui doit être remplacé. La transformation, le changement d'utilisation. Ensuite, on a la déconstruction, on a la réutilisation, le réemploi, la préparation au réemploi, et ensuite on a seulement les résidus qui partent comme la grande flèche donc, vers la démolition, donc pour ce qui est euh, plutôt recyclage, donc on parle de downcycling parce que c'est du sous-cyclage, si on veut essayer de traduire en français. L'upcycling, c'est le surcyclage, c'est essayer de valoriser les matières, donc recycler de manière plus noble, ou la valorisation énergétique, ou la mise en enfouissement technique. Et en fait, ce schéma de gauche, il fait écho à ce qu'on appelle l'échelle de Lansing, qui est la pyramide de hiérarchisation de la gestion des déchets. Et donc, en fait, ça, c'est aussi dans la directive cadre de l'Union européenne hein, sur les déchets. C'est, en fait, il vaut mieux prévenir l'apparition de déchets. Et donc, on essaye d'être le plus vertueux possible. Le dessus de la pyramide inversée, donc c'est le plus vertueux, et le dessous, le moins vertueux. Et on voit en fait finalement que le réemploi, la préparation au réemploi, on est déjà plus au top, enfin vraiment tout au-dessus de la pyramide. Il faut avant toute chose essayer de prévenir l'apparition des déchets. Le réemploi, c'est une chaîne de valeur donc, dans laquelle il y a plusieurs étapes. Chacune de ces étapes demande de la main-d'œuvre qualifiée, du savoir-faire, des équipements spécifiques, matériels ou fonciers. Et les principales étapes, donc elles sont reprises ici dans ce schéma. La première étape, c'est d'inventorier, donc repérer ce qui sera déconstruit pour le réemploi, d'évaluer le potentiel de réemploi de chaque élément, de groupe d'éléments. Ensuite vient la déconstruction à proprement parler. Donc on utilise évidemment l'inventaire qu'on a fait préalablement pour venir déconstruire les éléments qui ont un potentiel de réemploi. Et on retire donc ces éléments soigneusement pour ensuite les reconditionner. Les reconditionner pour pouvoir les transporter par la suite. C'est une étape cruciale donc, pour ne pas abîmer les produits et les éléments déconstruits lors du transport. Donc, ensuite vient le transport donc, vers un lieu de stockage physique, que ce soit un autre chantier où les éléments seront réutilisés tout de suite, ou alors vers une plateforme physique, un endroit où on va pouvoir stocker et préparer au réemploi, donc qui est l'étape suivante. Et la préparation au réemploi, ben, elle est faite uniquement si nécessaire, hein, donc c'est le nettoyage, des réparations éventuelles, par exemple des carrelages qui auraient été déconstruits mais sur lesquels il resterait un petit peu de mortier ou autre, ben, on va les nettoyer pour les rendre de nouveau disponibles pour une mise en œuvre simple par la suite. Il y a comme étape, il y a la vente et la mise en vente, donc, parce que le réemploi, ben, en fait, il ne sera effectif qu'une fois que les matériaux seront vendus et remis en œuvre. En fait, tant que les matériaux ne sont pas remis en œuvre, on ne peut pas réellement parler de réemploi, on parle toujours de potentiel de réemploi, mais donc il faut donc pouvoir le vendre, et donc c'est de la mise en vente, donc c'est de différentes manières. Il peut y avoir simplement en plateforme physique, et donc les gens peuvent venir pour acheter les matériaux de réemploi, mais ça passe aussi par de la vente en ligne. Et donc là, il faut pouvoir référencer l'ensemble, etc. Et faire toutes ces activités, et vient enfin la remise en œuvre. Donc on voit bien que dans cette chaîne de valeur, il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de nouveaux, hein, de qualifications à avoir. Ça fait appel à un certain nombre de personnes différentes au sein des acteurs du réemploi. Et donc il faut
toujours avoir à l'esprit de trouver l'équilibre financier. Sans équilibre financier, le réemploi n'est pas possible. Ici, cette slide, elle montre en fait ce que Oliver présentait dès le départ, c'est que le réemploi en fait est une pratique qui a été oubliée. Donc dans la vidéo, il l'explique bien aussi. En fait, c'est une pratique très ancienne. C'était en fait jusqu'il n'y a pas si longtemps la pratique normale du, je mets des guillemets, mais secteur de la construction. Donc les pratiques de préservation des bâtiments et des éléments qui les composent étaient même grandement encouragées, elles étaient même voire imposées. Dans tous les cas, en fait, il s'agissait quand même du bon sens de maintenir les bâtiments et de récupérer les matériaux qu'ils composent en cas de déconstruction. Donc à l'Antiquité, il y a allez, un élément connu, donc c'est la charte municipale de Tarentum, donc qui imposait donc en cas de déconstruction une reconstruction à l'identique, sous peine de subir de lourdes sanctions. Et les matériaux étaient très précieux et ne pouvaient pas sortir de la municipalité de Tarentum. Donc au XVIIIe siècle, donc plus proche de nous, mais donc jusque presque milieu du XXe siècle finalement, les pratiques de récupération et de réemploi de matériaux faisaient partie intégrante du secteur de la construction. Hein. Donc c'était déconstruction, revente, vente pour démolition. Des bâtiments étaient vendus pour démolition. Donc, la pratique, c'était d'acheter le bâtiment pour le déconstruire, pour récupérer les matériaux, pour les utiliser dans un autre projet. Donc c'était une façon de faire de la régulation, en fait, hein, sans le vouloir spécifiquement, mais donc ça évitait les démolitions. Il y avait un cadrage donc de la remise sur le marché et un marquage des matériaux récupérés. En fait, ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les choses ont vraiment changé, avec la mécanisation, l'utilisation d'outils de plus en plus performants pour la démolition. En fait, la mécanisation et le coût de main-d'œuvre commençaient à être en opposition, puisque la rentabilité économique de la démolition, amenée par l'industrialisation de la pratique, en fait, mettait à mal le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour déconstruire. Et donc, les pratiques ont vraiment changé avec cette mécanisation. Donc en après-guerre, il y a eu des innovations, hein, beaucoup donc en termes de modularité, de standardisation, de préfabrication. Et, en fait, finalement, on a oublié les pratiques de réutilisation. Donc on n'a plus, avec ces principes de standardisation et de choses toutes faites, finalement, on ne les a pas conçues en se disant on va réutiliser ça. On était déjà tellement inscrit dans l'idée que si c'est plus utile après, on démolit, puis c'est pas grave, on recommence, quoi. Et donc on a fait ça donc après pendant toute la période après-guerre et pendant tout le XXe siècle. Et actuellement, le réemploi, ça redevient quelque chose de souhaitable. Et donc, mais ça reste une niche, hein, comme on l'a vu dans la vidéo. C'est 1% des matériaux de réemploi des matériaux de construction, pardon, issus de la démolition, donc qui sont sauvés pour le réemploi. Mais on voit que les choses commencent à changer. Donc au niveau même législatif, et il y a une réflexion plus environnementale donc, qui remet le réemploi en avant. Pourquoi faire du réemploi? Tout d'abord, c'est pour finalement être en règle avec la législation actuelle. Donc comme on l'a déjà dit, donc l'Union européenne a sorti une directive déchets donc en 2008. Donc c'est cette directive qui va donner vraiment le cadre, hein, le cadre et les grands principes, et elle est transposée donc dans chaque État membre, donc pour essayer de favoriser la construction circulaire via notamment deux outils, c'est la responsabilité élargie des producteurs, donc ce qu'on appelle les REP, qu'on va voir tout de suite plus en détail, et des obligations de tri sélectif en fait pour certains flux de déchets. Pas tous encore, mais les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et il y a juste un encart ici, nouvelle directive publiée, donc mise en application donc, pour juin 2027.
une nouvelle version de cette directive déchets vient de sortir fin septembre. Et donc voilà, donc on est en train de l'analyser. Je ne peux pas vous donner de détails sur son contenu actuellement, mais a priori, on reste dans une dynamique de favoriser l'économie circulaire. Donc, au niveau de la responsabilité élargie des producteurs sur le secteur de la construction, en France, il existe. Donc, la France a décidé de transposer la directive en incluant et en imposant une responsabilité élargie des producteurs pour les produits matériaux de construction du bâtiment, donc la REP PMCB. Donc ça, été transposé via la loi AGEC, hein, donc c'est la loi anti-gaspillage économie circulaire de 2020. En fait, l'idée de la responsabilité élargie des producteurs, c'est en fait, c'est prévoir que les metteurs sur le marché sont responsables de la prise en charge de la fin de vie de leurs produits. Et donc, en fait, finalement, ils sont responsables financièrement. Ils doivent pouvoir permettre la meilleure fin de vie possible pour les produits qu'ils mettent sur le marché. Pour ce faire, on demande des éco-contributions. Donc, c'est un petit prix supplémentaire qui est appliqué au prix du produit qui est mis sur le marché pour pouvoir constituer un pot qui pourra financer par la suite la meilleure gestion des déchets possible. Et donc, ces éco-contributions, elles sont reversées donc, à des éco-organismes donc, qui vont avoir la charge, finalement, de réaliser la gestion des déchets. Et donc, ils ont il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent notamment allouer des budgets spécifiques pour favoriser le réemploi et le recyclage. Mais ils peuvent aussi dire on va développer l'éco-conception, donc essayer que les produits soient éco-conçus pour pouvoir être réutilisés plus facilement, pour pouvoir être recyclés plus facilement. Et donc, ils vont aussi en partie, normalement, financer la résorption des dépôts sauvages. Ça fait partie de leur contrat. En France, il y a actuellement 4 éco-organismes donc, qui s'occupent des produits et matériaux de construction du bâtiment, et 2 d'entre eux ont lancé un appel à projet pour favoriser le réemploi et la réutilisation de ces matériaux. Et donc, on a mis un encart aussi, attention, la responsabilité des producteurs est en difficulté. Ça vient de sortir et apparemment, les choses risquent de changer dans les prochains mois et dans les prochaines années parce que la filière n'a pas l'air soutenable actuellement telle qu'elle est organisée. Donc, à voir ce qui va se passer dans le futur. Autre transposition, c'est dans la réglementation environnementale 2020, donc qui change en fait finalement par rapport à la précédente qui était une réglementation plutôt axée thermique, donc qui ne mettait de conditions que sur la performance énergétique des bâtiments. Et ici, il s'agit d'une réglementation qui est plus large, plus ambitieuse et qui va prendre en considération les impacts environnementaux de manière plus globale. Et donc, il y a un objectif de sobriété énergétique qui reste évidemment, mais on va chercher une diminution de l'impact carbone et aussi une garantie de confort en cas de forte chaleur. Ce qui est intéressant dans cette réglementation environnementale pour le réemploi, c'est que le réemploi est considéré comme ayant un impact carbone nul, puisque le produit a déjà été utilisé une première fois, et donc son impact carbone a déjà été comptabilisé une première fois. Et donc quand on le réutilise, son impact carbone est nul. Étant donné que la réglementation, elle impose des objectifs en termes de performance, impact carbone, le fait d'utiliser des matériaux de réemploi dans ces projets, ça permet d'atteindre plus facilement, finalement, ces objectifs carbone. Donc, pour terminer avec la législation, donc découlant également de la directive déchets, donc en France, on a une obligation de diagnostic PEMD, donc
produits, équipements, de matériaux de démolition et de déchets, pardon. Donc, dans la loi GEC aussi. C'est un diagnostic déchets, hein, globalement, mais il y a la possibilité d'intégrer le réemploi dans le diagnostic. Ce n'est uniquement pour des bâtiments de plus de 1000 m². Donc voilà, des bâtiments agricoles et autres. Donc c'est quand même assez restrictif, mais ça a le mérite d'exister. Et c'est sujet. On fera tout un webinaire, hein, sur le sujet inventaire, donc je ne rentre pas dans le détail. Mais donc là, l'inventaire doit être réalisé selon certaines normes, doit être envoyé au CSTB, etc. Bon, on reviendra à ça en détail dans un mois, plus ou moins, sur le webinaire inventaire. Il faut savoir, en Belgique, il y a un inventaire amiante obligatoire. En France, il est inclus dans le PMD, mais c'est effectivement aussi obligatoire. L'inventaire des déchets est obligatoire pour les marchés publics, c'est dans le plan de gestion de déchets classique, mais par contre, l'inventaire réemploi n'est que sur base volontaire actuellement. Les différents gouvernements en Belgique donc, sont en train de plancher sur le sujet. Il y a des volontés de rendre un inventaire réemploi obligatoire, mais on ne sait pas encore exactement de quelle nature il sera et qui pourra les réaliser. Et en Belgique, on n'a pas encore de responsabilité élargie des producteurs pour les matériaux de construction non plus. Une autre raison de faire du réemploi, en fait, il y en a plusieurs. Donc la première raison, c'est pour soi-même, hein, et compte tenu du contexte, il y a des raisons environnementales, hein. Le réemploi, ça permet de préserver les ressources, ça permet d'avoir un moindre impact environnemental, donc moins d'extraction de matières premières, moins de production, donc c'est moins d'énergie grise, il y a moins de déchets produits. Donc on voit ici sur la droite, c'est en haut à droite du schéma, une petite analyse de cycle de vie qui sort de l'outil Totem en Belgique, donc qui est un outil de calcul, hein, d'analyse de cycle de vie de produits. On voit que pour des carreaux de céramique, donc c'est l'exemple qui est pris ici, la partie en rouge, enfin en rose, sur la gauche, c'est l'impact lié à la production. Et donc quand on réutilise, on enlève cet impact finalement du cycle de vie. Et donc on voit le gain. Au niveau du social, l'intensité du travail, hein, donc c'est clair que le réemploi, ça nécessite plus de main-d'œuvre que le recyclage, et donc on a un ratio plus ou moins de 1 à 8 en main-d'œuvre, donc pour le réemploi par rapport au recyclage. Ça permet de mettre au travail des profils diversifiés, inventoristes des constructeurs, préparateurs, logisticiens, documentalistes, ventes, etc. C'est du travail parfois en réinsertion socio-professionnelle, et c'est de l'économie locale, le réemploi. On fait rarement du réemploi mondial. Et alors aussi un argument culturel, donc c'est la conservation du patrimoine, c'est la conservation des savoir-faire en termes de déconstruction, de remise en œuvre, et c'est du questionnement de la nouveauté et de l'esthétisme. Et maintenant, je passe la main à Oliver. Merci Eric. Ok, mais j'imagine que tout le monde m'entend correctement si personne ne réclame. Le réemploi, par où commencer? C'est assez simple. Attends, tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Eric. Je vais vous présenter quelques différentes manières de faire du réemploi et vous donner quelques pistes. Mais donc, le réemploi, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire in situ ou ex situ. Déjà, ce sont deux grandes catégories principales. Donc, in situ, c'est utiliser les matériaux, pas les conserver en place dans un bâtiment et choisir de ne pas les enlever, ou alors les retirer du bâtiment le temps des travaux de rénovation, les reconditionner si besoin, et c'est possible des fois que le reconditionnement puisse se faire ex situ pour être remis dans le même bâtiment. Et sinon, il y a le réemploi ex situ, on passe d'un bâtiment à l'autre. Et donc, à partir d'un gisement de matériaux, on voit sur le schéma de gauche que l'inventaire permet de décider si on fait du in situ ou ex situ. Les matériaux, on peut les envoyer sur des plateformes
digitales, on peut en faire don, on peut des fois les renvoyer aux producteurs ou aux fournisseurs. Certains producteurs ou fournisseurs acceptent de reconditionner eux-mêmes les matériaux spécifiques, ou alors on peut les reconditionner. Et alors, on va parler, quand on fait du X2 et qu'on sort les équipements, enfin les produits, équipements et matériaux du bâtiment, il y a deux grands modes de fonctionnement, soit en flux tendu, soit par la mise en filière. Flux tendu, qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment, là on est fort dépendant, tributaire de la temporalité du chantier en cours qui nous concerne et la temporalité d'autres chantiers, parce qu'en fait, le flux tendu, c'est vraiment, c'est directement envoyé d'un chantier, disons, de déconstruction ou de démolition vers un chantier de rénovation ou de construction. Et donc, on ne va pas stocker ou très peu stocker les matériaux entre deux, ou en tout cas, on ne va pas utiliser le stockage comme vraiment comme temporisation. Voilà. Donc, il faut que l'offre corresponde à la demande à un temps T. Ça, c'est le flux tendu. Et pour ça, il y a des plateformes digitales, parce que forcément, on ne va pas parler de plateformes physiques, qui peuvent nous aider. Disons, ce sont des plateformes qui permettent de mettre en lien l'offre et la demande. Voilà. Ensuite, si on part sur une mise en filière, là, il faut une plateforme physique qui est souvent liée à une plateforme digitale pour permettre l'entreposage et cette temporisation dont je parlais. Soit on a un acteur comme Retrieval, disons, qui peut faire la déconstruction et l'entreposage et reconditionnement, ou alors on peut faire appel à des plateformes physiques qui vont pouvoir recevoir ce genre de matériaux. Et alors, voilà, la mise en filière, c'est aussi via le retour fournisseur, comme je le citais juste avant. Alors, une autre manière, une autre grille de lecture du réemploi qui peut vous être accessible, c'est il y a forcément deux manières de pouvoir la circularité des matériaux de construction. C'est soit via la mise en œuvre, mettre en œuvre des matériaux de réemploi, ou alors ou alors en permettant la récupération des matériaux. Et là, ça vous concerne particulièrement, c'est peut-être, par exemple, rédiger le cahier des charges pour inciter ou même peut-être porter la mise en filière de matériaux vers le réemploi. Si on parle de mise en œuvre de matériaux, forcément, il faut que la maîtrise d'ouvrage, enfin, le propriétaire du bâtiment soit vraiment impliqué dans la démarche. Il faut bien choisir ses matériaux. Il ne faut pas commencer trop ou trop gros au début. Il faut choisir des filières bien spécifiques et définir ses objectifs en fonction de ça. Et ces filières, les matériaux qu'on va choisir de chercher en réemploi, ça dépend aussi des fournisseurs. Et des fournisseurs, ils sont locaux. Et alors, la zone géographique dans laquelle on va chercher des fournisseurs, ça peut être du ultra-local, peut-être plus pour du bois, par exemple, qui va peut-être être moins enclin à faire des kilomètres, que ça peut être assez différent si on parle de structures qui ont des rayons de centaines de kilomètres. Qu'on peut aller chercher dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres sans que ce coût de transport, que ce soit économique ou environnemental, vienne exploser le bilan favorable du réemploi. Il faut évidemment impliquer tous les acteurs du réemploi, pas que le propriétaire du bâtiment, maîtrise d'ouvrage, mais aussi l'architecte, l'entrepreneur. Tout ça, ça dépend évidemment de quelle position vous avez dans cette démarche de mise en œuvre de matériaux de réemploi. Et ne pas oublier, une autre manière de participer à la circularité du bâtiment, c'est construire pour déconstruire. Donc là, on va parler d'éco-conception, c'est-à-dire un exemple typique, ça va être de poser un plancher ou d'avoir un plancher emboîté plutôt que de le coller, parce qu'un plancher collé, ça va être très difficile à extraire d'un bâtiment, alors qu'un plancher qui est emboîté, on va pouvoir très facilement le récupérer. Et pour permettre la récupération des matériaux, vous pouvez déjà commencer par vous informer. Il y a une tonne d'informations qui se trouvent en ligne. Vous pouvez vous sensibiliser comme vous êtes en train de le faire actuellement et sensibiliser vos collègues, le personnel, le former évidemment, agir via le cahier des charges comme je l'ai déjà cité,
pour permettre cette mise en filière. Et donc, vous pouvez travailler sur les deux fronts qui sont toujours à adapter au cas par cas. Voilà. Alors là, on va vous montrer une petite vidéo, disons, d'inspiration qui est assez ciblée ici pour le public que vous représentez. C'est l'OMH du Grand Nancy, donc un regroupement de bailleurs sociaux dans la zone de Nancy qui ont lancé ce qu'on appelle la maison du... Enfin, je peux y aller. Nous, c'est l'OMH du Grand Nancy, donc on est le bailleur social sur la métropole du Grand Nancy et principalement sur le plateau de Haye. On refait des travaux et on va quand même pas jeter ce qu'on a mis il y a 10 ans, qui est encore en bon état, qui peut être réutilisé. Et quand on est en 2018-2019, avec tout un contexte général de développement durable, on se dit, nous, en tant que bailleurs, c'est quelque chose qui a du sens de faire du réemploi. Et quelque chose qui fédère, qui est un véritable projet d'entreprise. Et donc, le réemploi vient finalement naturellement dans un projet comme celui-ci, qui est la réhabilitation complète de 1200 logements avec de la déconstruction et une réhabilitation lourde de 715 logements. Dans le cadre du projet sur le tilleul et le cèdre bleu, ce qu'on a mis en place, c'est la création d'un lot dédié dépose, remise en état. La vraie question du réemploi, c'est qui fait, dans quel état on va récupérer les matériaux, comment ça se passe. Donc, la création d'un lot spécifique dépose, remise en état, fléché sur une entreprise d'insertion. Ensuite, en lien avec la maîtrise d'œuvre et notre AMO, on a regardé pour intégrer ça sur les lots de seconde œuvre et ça nous a permis en fait de créer la structure, la maison du réemploi qui est portée par Réciprocité, qui est l'entreprise d'insertion, qui permet d'avoir un lieu sur site, ce qui est aussi très important, pour avoir à la fois le stockage, la remise en état, et puis effectivement là, une partie même magasin pour ouvrir à d'autres clients. Ce projet, il est unique parce qu'on est sur un chantier de 60 millions d'euros, 420 logements en dépose, 715 en réhabilitation complète, et on a des volumes qui sont gigantesques. On parle de 4 km de garde-corps déposés, déplombés, et remis en état et reposés sur site, 800 WC déposés, 800 lavabos, 600 fenêtres, 800 boîtes aux lettres. Quand on a un volume qui est important, ça oblige tout le monde à créer des process, à se professionnaliser et à vraiment pouvoir mettre une démarche de réemploi sur l'ensemble du chantier et sur un temps long. L'intérêt du réemploi, c'est pas de faire un one-shot, c'est vraiment de créer une activité qui est pérenne, de créer vraiment une filière sur la métropole. Quand on voit la maison du réemploi, c'est quasiment 3000 m² de surface. Comme je disais, 15 à 20 personnes à plein temps. L'augmentation du coût des matières premières améliore la rentabilité financière de l'opération. Mais au-delà de la rentabilité financière, c'est-à-dire qu'on a un gain carbone qui est excellent, on a un gain matière qui est excellent. Et en plus, on est sur une création de valeur et de richesse avec en plus l'insertion. Le fait d'être lauréat de l'appel à projet, ça permet de valider vraiment une démarche. Ça nous a permis effectivement aussi d'avoir des subventions pour avoir un AMO. Ça nous a permis vraiment d'avoir du benchmark, de regarder, de porter le projet pour passer de l'idée à l'action sur tous des projets novateurs. C'est-à-dire que tout le monde a plein d'idées, mais personne ne sait comment les mettre en place. Donc là, l'appel à projet nous a vraiment permis de passer ce cap de l'idée à la réalité. Donc, voilà, comme vous voyez, en fait, il y a déjà, même dans la vidéo, on répète les ingrédients qu'on a déjà pas mal cités, mais sont vraiment, si on les répète, c'est parce que les ingrédients sont quand même tous importants et ils sont pas nombreux, mais ils sont essentiels. On entend 2018-2019 dans la vidéo, c'était le début de leur démarche. La vidéo, elle, date de avril 2024. On entend qu'ils ont bénéficié d'une assistance en maîtrise d'ouvrage qui va être clé au final pour ce genre de projet. Et on voit aussi à nouveau que l'économie sociale est liée à l'économie circulaire ici à nouveau. Et ça a d'ailleurs tout son sens, surtout pour un bailleur social, de faire ce genre de démarche. Et l'avantage, c'est qu'ils ont de grandes quantités et qu'ils ont aussi sûrement d'autres bâtiments
en leur sein qui ont besoin de matériaux qui viennent de certains autres bâtiments qui sont en rénovation. Donc voilà, ce sont tous des éléments qui viennent se lier ensemble pour faire que le réemploi est possible. Alors pour vous, comment est-ce que vous pouvez vous informer? Alors il y a vraiment beaucoup de différentes sources sur Internet qui sont disponibles si vous tapez réemploi dans les moteurs de recherche, mais il y a quand même un projet qui est assez fondateur dans cette relance et ce renouveau du réemploi en Europe, c'est le projet FCRBE. Il y a le lien pour que vous puissiez aller voir ce que signifie l'acronyme FCRBE, c'est un acronyme en anglais, mais en gros c'est faciliter le réemploi des matériaux de construction dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce projet qui est publié en ligne, il a été financé par l'Europe? C'est 36 fiches matériaux qui sont assez détaillées, des stratégies de prescription, des guides d'accompagnement par corps de métier, entreprise générale, couvreur, finition, menuiserie, démolition, infrastructure, diverses méthodologies comme l'inventaire réemploi ou faire le reporting d'un projet avec du réemploi dedans, et un certain nombre d'études de cas qui sont assez inspirantes. Pour les material sheets, on a donc, comme vous le voyez, plusieurs pages. Ici, on prend l'exemple de la porte. Ben, déjà, il vous rappelle le vocabulaire de base d'une porte, ses impostes, l'encadrement, les ouvrants, comment définir, comment parler, comment de portes et comment assurer la dénomination de celle-ci. On va montrer comment est-ce qu'on peut les reconditionner. Sur la page centrale, on voit des bains de produits de produits décapants pour remettre des portes à nu. Et alors, ils vont même donner des indications de prix de revente. On le voit sur la page 3, c'est écrit en petit, mais tout est disponible, vous pouvez aller voir. Et même des liens vers des méthodes ultra concrètes sur comment démonter une porte, qui sont au final les fiches de matériothèque.brussels. Tu peux tourner la page, voilà. Et alors, matériothèque.brussels, c'est un outil assez sympa. C'est typé maison particulière bruxelloise, mais en gros, c'est un outil didactique, donc vous allez sur le site et vous pouvez aller cliquer sur salon, cuisine, cage d'escalier ou quoi. Et une fois que vous êtes dans le salon, vous pouvez aller sélectionner un des éléments. Et alors, ici, on a sélectionné plancher, par exemple. Et voilà, il vous indique, par exemple, j'ai bien choisi mon exemple là tout à l'heure, il parlait du plancher collé ou du plancher cloué ou posé. Il vous donne l'outillage, l'équipement et le temps nécessaire pour le faire. Par où commencer? On commence par les plaintes, puis on commence dans un coin pour pouvoir enlever morceau par morceau les éléments du parquet. Et ils vont même vous indiquer où est-ce que vous pouvez potentiellement en faire don, les revendre, ou qui serait potentiel repreneur. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil au final assez basique, mais très sympa parce qu'il est didactique et qu'il est quand même assez complet. Voilà. On a des plateformes digitales. Alors, je parlais déjà de plateformes digitales là tout à l'heure. Ici, c'est pas tout à fait une plateforme type marketplace comme on peut les rencontrer régulièrement. C'est plutôt un annuaire vraiment de tous les acteurs du réemploi, les fournisseurs, les repreneurs, les assistances et les conseils, et en fonction des différents niveaux de spécialisation. Alors là, on a fait le zoom sur la zone Belgique-France, qui concerne ici le projet renversé, mais ça va jusqu'en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a vraiment toute une série de repreneurs spécialisés et de fournisseurs. Et comme vous voyez là, en enveloppe, on en a qui sont spécialisés dans les isolants, dans les éléments de pierre naturelle, dans les tuiles, dans les briques, dans le bois de finition. Et au final, on retrouve là beaucoup d'acteurs historiques qui faisaient du réemploi, peut-être avant qu'on parle du réemploi, et qui sont repris là. Et évidemment, on trouve à leur côté tous les nouveaux acteurs du réemploi. Et on parle souvent du coup de déconstruction, parce que l'approche de déconstruction est peut-être un peu plus novatrice dans ce sens-là. Alors, quelle plateforme, si on parle uniquement du digital, en France, on a Scope.
Réemployer.fr, qui sont deux vraiment grands acteurs de la digitalisation, de rencontrer l'offre et la demande. L'offre et la demande pour les matériaux de réemploi. Ça regroupe la plupart des grands acteurs de la déconstruction. On peut même aller mettre des gisements disponibles à partir d'une certaine date et jusqu'à une certaine date, même chose pour une demande. En Belgique, on a Bazar qui, là, est une initiative d'un grand groupe immobilier CFE qui s'est lancé. Donc là, c'est au sein de toutes leurs filiales, ils ont cette plateforme à nouveau pour proposer des matériaux, même des fois qui ne sont pas encore déconstruits, ou alors qui sont déjà déconstruits, et alors aussi pouvoir référencer un besoin qu'on aurait pour un chantier futur. Là, c'est vraiment pour les toutes grandes entreprises de plus grande classe. On ne parle pas de réemploi chez les particuliers. Là, par exemple, en parlant de particuliers, on a la Récup.be qui a été lancée d'ailleurs par Ressources, dont Eric fait partie, au 1er septembre. Là, ça ne concerne pas que les matériaux de construction, mais c'est vraiment une méta-plateforme qui regroupe, là, par exemple, toute une série de ressourceries en Belgique. Voilà. Et alors, on a, disons, peut-être des plateformes digitales qui sont moins axées uniquement sur le réemploi, mais on peut penser à Deuxième Main et Le Bon Coin, au final, qui brassent quand même une grande quantité d'offres. On a évidemment les marketplaces comme Facebook. Et alors, on a aussi des acteurs comme Octelia ou Trustwake. Là, on en cite deux, mais il y en a des dizaines. Ce sont des plateformes de vente aux enchères, au final, qui font leur petit bonhomme de chemin aussi pour le réemploi. Si on parle maintenant des plateformes physiques qui sont souvent adossées à une plateforme digitale, on a le Cornermat, dont je m'occupe de la gestion, qui est basé à Charleroi et à Namur. À Namur, nous avons une filiale spécialisée châssis. On a un site web cornermat.be et on a, je l'ai dit, on fait partie de l'économie sociale. Assez similaire à nous, on a Batiter, qui est basé à Bruxelles et à Liège. Aussi avec un site web et en économie sociale. On a Rotor DC qui a été le chef de file pour le projet FC RBE, que je vous disais, la Bible du réemploi. Eux sont basés principalement à Bruxelles, ont aussi un site en ligne et ont commencé à l'initiative d'un collectif d'architectes. Assez similaire à eux, à Lille, on a le ZERM, qui a sa plateforme de vente en ligne qui s'appelle Le Parpaing, qui émane aussi d'un collectif d'architectes. On a Réempro, qui sont peut-être plus proches de l'approche Retrieval, venant plus du secteur du monde du déchet, qui sont basés à Lille et qui se développent maintenant à Bruxelles, qui ont aussi leur propre plateforme de vente en ligne. Et on a des gros acteurs à Paris comme Cycle Up, avec leur propre plateforme, qui font beaucoup aussi pour proposer des services de réemploi. Baticycle, qui est aussi un gros acteur en économie sociale. Et alors, on a la matériothèque de Tournai, qui est peut-être plus axée pour les particuliers, mais qui maintenant s'adosse à la plateforme larecup.be pour vendre ses matériaux en ligne. Voilà, donc tous ces acteurs-là entreposent, stockent et souvent reconditionnent des matériaux. On peut aussi parler, évidemment, je l'ai cité, du réemploi chez les fournisseurs. Donc, la reprise pour le reconditionnement et réemploi, on a les dalles de faux plancher chez Lindner, qui, eux, du coup, maintenant proposent une offre de dalles de faux plancher en réemploi à côté de leurs produits neufs. Ce qui peu de fournisseurs font ce genre de démarche. Après, ici, ça se prête bien car ce sont des dalles de faux plancher qui durent très longtemps dans le temps et qui ont vraiment des dimensions toujours assez standards. Composil, eux, ce sont la moquette, le réemploi de moquette. Alors, soit ils vont permettre le réemploi de moquette, un peu comme Lindner le fait avec leur dalle de faux plancher, soit ils vont aller très loin dans la valorisation de matière de leur moquette en séparant les 3 différentes couches pour vraiment un recyclage fin de ça. Et alors, en valorisation matière, on peut quand même citer les laines de roche chez Rockwool, ou les laines de verre chez Knauf.
Mais alors là, ici, c'est pas vraiment du réemploi. Gramiterm, on peut récupérer des matières pour faire ses isolants. Et Isohemp, voilà, récupère aussi des granulats, par exemple, de béton pour faire ses blocs de chanvre isolants. En Belgique, on a une structure faîtière qui s'appelle Advitam Material. Donc, c'est vraiment le réseau belge des acteurs du réemploi. Et voilà, leur objectif, c'est de soutenir, accompagner, aider et visibiliser les projets de réemploi. Ils proposent un soutien technique gratuit, assurance, cahier sur les assurances, le cahier des charges, l'ingénierie, même le législatif. Ils ont un site, une newsletter. Vous pouvez aller vous inscrire pour être au courant de ce qui se passe dans le paysage du réemploi en Belgique. En France, on a le Booster du réemploi, qui est un programme d'accompagnement collectif des maîtres d'ouvrage pour massifier la pratique du réemploi. Il est animé depuis 3-4 ans par A4MT et le CD2E plus précisément dans la région Hauts-de-France. On propose des ateliers mensuels, même un volet d'accompagnement individuel pour des projets spécifiques. Il vous donne accès à une plateforme en ligne pour visibiliser vos besoins et votre offre de matériaux. Et alors, c'est évidemment une ressource d'information pour des fiches produits, des retours d'expérience, des comptes rendus du booster du réemploi. Il y a également le syndicat des professionnels du réemploi en France, le SPREC, qui permet de structurer au final les acteurs et les représenter, les visibiliser. Et donc, ils s'engagent à représenter les acteurs professionnels de la filière dans le débat public, soutenir le développement des pratiques de réemploi de matériaux, promouvoir et animer la filière du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Tout ça via des groupes de travail. Ils ont établi en 2024 leur feuille de route. Et alors, eh bien, je vais vous présenter quelques cas concrets maintenant, parce qu'il n'y a quand même rien de tel que de voir en images et avec des exemples qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le réemploi. Chez Retrieval, ici, dans nos bureaux, on a voulu faire, disons, un cas exemplaire de réemploi. Donc, 80% de nos matériaux de seconde œuvre sont de réemploi. Donc, ça veut dire tout ce qu'on peut voir en matériaux de finition, immobilier, équipement, sauf le système de chauffage, ventilation et de conditionnement. Ça veut dire que c'est 21 tonnes de matériaux issus de nos propres chantiers qui ont été injectés dans les bureaux du bâtiment. En économie, on a chiffré, on a fait une étude relativement approfondie sur ce cas-là. Ça a représenté 140 000 € d'économie pour l'entreprise et même jusqu'à 12 000 € d'économie pour l'État parce qu'en fait, via l'évitement de déchets. Et il y a plusieurs indicateurs environnementaux qu'on peut observer, mais il y a notamment eu 600 tonnes de CO2 évitées par l'évitement de la production de tous ces matériaux qui ont dû être mis en œuvre. Donc, c'est les images qu'on voit en bas. À droite, on voit nos réfectoires. Tu peux passer à la slide suivante, Eric. Donc, là, en haut à gauche, on voit une cuisine qui était sur un de nos chantiers. Juste en dessous, on voit qui est devenue d'ailleurs du coup notre cuisine dans nos bureaux. Ça, c'est relativement simple. En bas à gauche, on voit des coffres de banque qui sont au final qui constituent un mur de notre accueil et dans lequel on fait du rangement. Donc voilà, ça c'est une manière, disons, peut-être un peu plus originale d'utiliser les matériaux de réemploi. Et alors, en bas à droite, on voit voilà, les prémices de notre douche, des douches pour les ouvriers. Donc les carrelages ont pu être déposés pour être remis en œuvre dans la douche. Et puis alors les parois vitrées de bureau ont fini en parois de la douche et on voit les éléments en cuivre là qui au final venaient, eux, il me semble, d'une cabine haute tension pour faire la structure qui tient les parois de douche dans les sanitaires de nos bureaux.
On a des exemples encore plus interpellants. Donc, par exemple, donc les vasques et les câbles et les prises électriques sont issus du réemploi. Et on a eu, là c'est vraiment pour vous montrer que c'est important d'impliquer tout le monde dans le réemploi, nos robinets à bouton poussoir, au moment où le plombier allait les remettre en œuvre, a constaté que la vanne, quand on appuyait sur le bouton, la vanne n'ouvrait pas l'eau et donc rien n'arrivait. Et il nous a dit, voilà, c'est dommage, mais voilà, ils ont une durée de vie limitée, c'est robinet à bouton poussoir, donc il faut les bénir. Et c'est pas moi personnellement, mais un de mes collègues n'en démordait pas et voilà, a ramené le robinet chez lui. Il a démonté entièrement un des robinets, a constaté, en fait, ça avait simplement une petite pile à remplacer et qui est destinée à durer très longtemps, mais avec le stockage, le chaud et le froid, voilà, elle s'est complètement déchargée. Et donc voilà, et donc on a convaincu finalement le plombier de quand même les mettre en œuvre après avoir remplacé les piles, sans quoi ils auraient fini à la benne, ce qui est assez bête. Autre exemple assez parlant, une altercation avec notre électricien qui ne voulait pas mettre en œuvre les prises électriques. Donc la goulotte que vous voyez est mise en œuvre en horizontale. Et à la base, ce sont les goulottes verticales qu'on rencontre très souvent dans les bureaux. Et vous voyez que la prise, les deux trous pour insérer la fiche de la prise sont alignés verticalement et l'électricien ne voulait pas les mettre en œuvre parce qu'il nous a dit ça ne va pas, une prise, ça ne se met pas avec les deux trous verticalement. Il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas faire ça. Et donc, on a dit quelle loi venez, on aimerait bien vous nous montrer quelle est la loi, quelle est la norme, quel est le règlement qui interdit de mettre ces prises, disons, avec les deux trous alignés de manière verticale. Il n'a jamais réussi à nous trouver cette fameuse norme, donc il a bien été contraint à force de les installer comme ça. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des mentalités qu'il faut changer pour que le réemploi soit possible. Un autre exemple d'une autre échelle, c'était un centre d'exposition automobile qui a été monté en 2005 à Moucron, proche de la frontière française. Et nous, on a été assigné pour le démontage de ce centre en 2021 et par chance, heureusement que le menuisier indépendant était déjà en avance sur son temps. Il avait déjà conçu tout le bâtiment pour qu'il soit démontable et qu'on puisse récupérer toutes les planches. Je vous parlais d'éco-conception là tout à l'heure, on est en plein dedans. On avait tous les plans pour pouvoir le démonter et le remonter, ce qui a aidé fortement à ça, au réemploi. Et ce qui fait que maintenant, le bâtiment, disons, les éléments du bâtiment sont en cours de remontage pour un théâtre marchand. Et voilà, grâce à cette éco-conception du menuisier, on a pu faire 95% de récupération. Je dis bien de récupération et pas de réemploi parce qu'il faudrait qu'on aille nous voir maintenant à Marchin quelle est la masse de matériaux qui sont réellement remis en œuvre parce que forcément, le stockage, des fois, ou le transport peut endommager encore les matériaux. Voilà. L'exemple suivant, qui est encore d'une autre échelle, ce sont Oliver, excuse-moi, je te coupe 30 oui, secondes. N'hésite pas à terminer. On arrive sur déjà midi et quart. Ouais, on arrive au bout. Mundo Louvain-la-Neuve, en quelques mots, là, ça a été un projet très ambitieux qui a été rendu possible notamment grâce au fait que la maîtrise d'ouvrage était très impliquée dans le réemploi. Il y a des vidéos en ligne, mais ils ont pu réemployer 68 tonnes de matériaux. Le gros avantage, c'est que toutes les parties prenantes étaient impliquées dans le processus. Et ouais, voilà. Alors, j'ai un exemple dont je vais vous reparler peut-être plus tard parce qu'il concerne directement les bailleurs sociaux. Ici, c'est un bâtiment social dans lequel on a départagé entre Cornormat et la conciergerie du bailleur social
les différents éléments. On a pu atteindre 17% de réemploi sur ce projet-là. Si tu passes à la slide suivante. Et voilà, vous avez une idée, les prises, lavabo, évier de service, toilettes, radiateurs. Voilà, donc 17%, c'est déjà quand même un beau taux de réemploi. Et on peut passer globalement à la conclusion, Eric. Oui, merci Oliver. Mais donc, oui, pour conclure, par où commencer en fait le réemploi? Ici, on essaie de vous montrer en fait que, on essaie de le faire transparaître dans la présentation, c'est que la collaboration entre acteurs, elle est indispensable. Et donc, on a fait ce schéma, donc il faut voir le contexte existant. On est dans une région, on est dans une collectivité territoriale, on est dans une commune. Il y a au sein de ces entités en fait des personnes ressources indispensables. Il y a la question des assurances qui sera, c'est vraiment, ce sera dédié. Il y aura un webinaire dédié à la question des assurances. Il faut impliquer les assureurs dans les projets quand on fait du réemploi. Et il faut que le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les architectes et les entrepreneurs dialoguent pour rendre le réemploi possible. C'est essentiel, sinon sinon c'est extrêmement compliqué, ou alors c'est vraiment à la marge et on n'a pas un projet un petit peu sympa à faire en réemploi. Donc vraiment, on insiste sur les principes de la collaboration ou de la coopération pour mettre en œuvre le réemploi. Et donc, c'est commencer petit, hein, un échelon à la fois, pas vouloir faire directement un bâtiment avec 95% de réemploi. C'est pas réaliste. Il faut commencer avec des choses simples, des matériaux de seconde œuvre qui ne demandent pas de conditions particulières au niveau des assurances, par exemple, ou autres. Voilà, remettre en œuvre des carreaux céramiques, c'est faisable. Ça ne demande pas de compétences particulières par rapport à des carreaux neufs. Donc, c'est nettement plus simple. Donc, commencer petit. Voilà, c'est nos recommandations en termes de conclusion pour ce premier webinaire. Et donc, la suite, vous avez tous normalement vu le programme. Donc, le prochain webinaire, c'est les principales filières du réemploi. Donc, vous avez le détail, hein, vous avez reçu le schéma, mais donc ça sera mardi 21 octobre, toujours à la même heure. Et ensuite, on a un deuxième cycle, donc avec des sujets beaucoup plus particuliers, et on ira vraiment dans le détail donc de l'inventaire des assurances et du cahier des charges. Cycle 2 qu'on réserve plutôt à la commande publique, comme l'a dit Marie-Alice en début de webinaire, mais qui reste ouvert évidemment à toute personne intéressée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je propose peut-être que Marie-Alice, je ne sais pas s'il y a eu des questions ou autres Non, pas dans trop. Je le pense que vous chat. avez été assez clair. Après, n'hésitez pas aussi, si là, d'ici le prochain webinaire, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, de nous les envoyer avant pour qu'on puisse y répondre mardi, donc dans 15 jours. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et donc ici, juste, voilà, vous pouvez, il y a des QR codes, mais donc c'est les liens vers nos médias, donc pour se tenir informé de la suite du projet, des événements qu'on proposera, euh, voilà, dans les 2 ans et demi à venir. Voilà. Merci à vous. Merci à tous les participants. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au revoir.
Est-ce que le webinaire du 18 novembre pourra répondre à la question qualité mécanique des matériaux de réemploi? Qu'est-ce qu'on entend par qualité mécanique des matériaux de réemploi? Vous parlez des matériaux, peut-être vous donner la parole, des matériaux structurels? Stéphano. Voilà, j'ai donné l'autorisation au niveau du micro, donc c'est possible pour la personne, Stéphano, d'activer son micro normalement. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très Ouais, bien. ouais, ouais. Bon, bonjour. Ben voilà, en fait, par exemple, dans le cas d'une réutilisation, un exemple tout simple, de bois, Ouais. est-ce qu'il y a une vérification au niveau mécanique, je vais dire, du réemploi de ce type de matériaux? Bon, alors je sais que, par exemple, tout ce qui est dalles de béton et cetera, allez, les nouvelles technologies font que, les bétons sont mieux maîtrisés, qu'auparavant. Voilà, qu'est-ce qu'il en est au final, par rapport à ça? Et je voulais savoir si on va aborder justement cette question de, allez, de la qualité, je veux dire, voilà, mécanique, de la qualité, je vais dire, au niveau des caractéristiques, physiques, je vais dire, du matériau, Du bois. l lors du Enfin, mater ouais. oui, oui, c'est ça. Mais ça dépend. On va pas aller dans les détails techniques vraiment des analyses de laboratoire qui peuvent être faites sur les matériaux structurels. Disons ça, en quelque sorte, c'est un sujet déjà relativement poussé qui n'empêche pas, sans cette information-là, on peut quand même faire des cahiers des charges pour la commande publique et tout ça. Après, lors de la session suivante, on va parler plus spécifiquement de chaque filière, dont par exemple les aciers et le bois et les matériaux structurels. On va aussi parler de matériaux, enfin, disons des implications de la mise en œuvre de matériaux structurels en réemploi dans les modules assurance, parce qu'au final, tout ce qui touche à la structure du bâtiment, la structure, sa stabilité ou son étanchéité, eux doivent pouvoir être garantis. Donc, mais il y a un exemple, enfin, on va pas aller vraiment dans le détail technique de quels tests sont faits ou peuvent être faits sur des poutres en acier ou sur des poutres en bois, par exemple, lors de ces deux cycles. C'est des choses qu'on a déjà abordées, notamment lors d'une conférence sur le projet Moon de Louvain-la-Neuve, dont j'ai parlé là tout à l'heure, où ils ont réemployé 68 tonnes d'acier structurel. Et là, l'ingénieur stabilité est venu expliquer au final toutes les démarches et les tests laboratoires et tout ça qui ont été faits. Mais on ne va pas en parler ici dans ces deux cycles de webinaire. Eric, tu voulais parler? Oui, je voulais dire que dans le module, effectivement, dans le module lié aux assurances, on verra quand même assez bien en fait quelles sont les pratiques qui sont mises en œuvre en fait finalement quand on fait des récupérations de matériaux, parce qu'il y a différentes possibilités. En fait, déjà l'inventaire est une bonne pièce parce que une pièce maîtresse en fait finalement dans la réutilisation des matériaux parce que on va pouvoir y indiquer quelle était l'utilisation de la poutre en bois, si on prend l'exemple de la poutre en bois, où elle était placée, dans quelles conditions, quelles sont les conditions thermiques d'étanchéité du bâtiment dans lequel elle était, etc. Donc à quelles contraintes elle a été euh, soumise. Et donc finalement, avec toutes ces indications, on va pouvoir garantir quelque part une qualité mécanique de la poutre. Mais si l'ingénieur stabilité trouve nécessaire de faire des tests spécifiques, c'est lui qui recommandera alors les tests à réaliser. Euh, Maintenant, il faut savoir que pour une poutre, généralement, on ne le fait pas parce que ça coûte assez cher finalement, et donc on va le faire sur un lot.
Là, ça peut valoir la peine. Mais donc, il y a aussi, enfin, dans le même genre d'idée, il commençait à y avoir des processus de qualification, des procédés, en fait, finalement. On va plutôt qualifier des entreprises de déconstruction ou des choses comme ça par leur méthodologie de déconstruction, de tests de soins et autres, qui vont permettre de pouvoir garantir, en fait, certaines choses en fonction des flux, en fonction des filières. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Mais on ira un peu plus loin, mais comme dit Oliver, on n'ira pas jusqu'au quel test on fait. Ça, je veux dire, c'est une étape supplémentaire. Si vous avez dans votre bâtiment des matériaux structurels, disons, à mettre en filière de réemploi, ben, il faut s'arranger pour trouver un repreneur qui, lui, va peut-être prendre en charge, disons, les requalifications des matériaux. Et si vous avez un projet où vous voulez mettre en œuvre du structurel en réemploi, il faut aller vers des fournisseurs spécialisés. Ok, merci. Merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on peut clôturer le webinaire, non? Oui, tout à fait. Bonne journée à tous. Au revoir et merci Bonne d'avoir journée. suivi.